Bonjour et bienvenue pour ce show 215 et aujourd'hui on va parler du championnat du monde qui a débuté ce week-end et on va surtout débriefer de la saison des champions sortants que sont Mathieu Van Der Poel et Lotte Kopecky. On va voir s'ils ont fait une bonne ou une mauvaise saison avec leur meilleur champion du monde. On en profitera pour débattre sur ce qu'est un champion du monde, un bon champion du monde, qui on aimerait voir les succéder. On va aussi débriefer du chrono qui a débuté ce week-end et on finira avec la présentation de la course en ligne qui a lieu ce dimanche. Donc pour commencer, Louis, on va parler de Lotte Kopecky et de Mathieu Van Der Poel. Cette année, on les a vus étrenner leur maillot de champion du monde. Qu'est-ce qu'on en pense finalement? Est-ce qu'ils ont été des bons champions du monde? Et oui, on sous-entend par là, est-ce qu'il y a le bon champion du monde et il y a le mauvais champion du monde, comme diraient nos amis les inconnus. En fait, est-ce qu'il faut les juger sur un nombre de victoires? Pour ça, ils ont des profils assez différents. Est-ce qu'il faut juger sur la qualité des victoires, sur l'attitude en course? C'est des questions qui reviennent assez régulièrement, en fait, plus ou moins à chaque débrief de saison de champion du monde. On a vu plusieurs choses. Lotte Kopecky a beaucoup gagné sur des terrains divers. Mathieu Van Der Poel, en revanche, a peu gagné. Il a 4 victoires cette saison. Mais il a peu couru aussi. Il a peu couru. D'ailleurs, justement, c'est une question. Est-ce qu'un champion du monde, on aime voir le maillot champion du monde briller? Et est-ce qu'il a, entre guillemets, assez couru pour nous, spectateurs, bien sûr. Pour lui, visiblement, les choix ont payé puisqu'il gagne à chaque fois qu'il sort. Mais voilà, parce que Van Der Poel, c'est peu de victoires, mais c'est 3 victoires en World Tour, 2 monuments, et surtout une attitude irréprochable, par exemple à Milan-San Remo ou au Tour de France, parce qu'on aime voir un maillot champion du monde lutter pour la victoire, mais un maillot de champion du monde être à ce point-là dévoué à son équipe et à ses coéquipiers et aussi humble, par exemple à Milan-San Remo, et qu'il aurait sans doute pu gagner, en tout cas essayer de gagner, mais préfère dire non, c'est pas moi qui ai le plus de chance, c'est mon collègue. Ça, c'est pas une victoire, mais c'est une attitude qui est largement digne de ce maillot. Moi, ce que je pense, c'est que le maillot de champion du monde, on aime le voir. Déjà, premièrement, qu'il soit en bataille pour la victoire ou qu'il soit directement même lanceur pour un sprint ou un attaquant. Hop, c'est quelque chose qui fait plaisir de le voir avec ce maillot, qui est quand même un maillot magnifique, actif, on va dire, dans les courses. Mais on sait aussi que souvent, ce maillot de champion du monde porte la guigne. Et c'est vrai que, suivant les profils, il y a eu plus ou moins des bons champions du monde. Moi, je pense que Mathieu Van Der Poel, il a clairement fait honneur au maillot. Il a remporté Paris-Roubaix, le Tour des Flandres cette année. C'est des victoires qui sont magnifiques. On l'a bien vu présent pour son équipe et pour le sprinter cette année sur le Tour de France. Donc, je pense que son année est réussie. Oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, son attitude, on se languit un peu de le voir si on le voit peu. Mais quand on le voit, ça compense largement l'attente, entre guillemets. Voilà. C'est vrai qu'on s'est habitué aussi à un coureur comme Peter Sagan, qui était champion du monde 3 ans de suite, et qu'on voyait pour le coup beaucoup gagner et très présent avec beaucoup de jours de course. C'était quand même assez agréable, et puis ce maillot lui collait un peu à la peau. Après, ce qui manque peut-être, à mon sens, c'est de voir le maillot de champion du monde vraiment briller. Mathieu a fait une saison des classiques incroyable, Kopecky a fait une saison incroyable, mais les deux n'étaient pas présents sur le Tour de France. Enfin, du moins, Kopecky n'était pas présente sur le Tour de France, Mathieu y était bien et il était physiquement fort. Mais absent. Et en fait, absent du classement. Voilà, j'aimerais, moi en tout cas, revoir un Peter Sagan ou autre gagner sur le Tour de France avec le maillot de champion du monde. Parce que ça, c'est vraiment, c'est la plus grande course du monde, c'est le maillot le plus iconique du monde avec le maillot jaune. Et voir en fait un coureur se battre pour les 2 maillots les plus iconiques du monde et même du monde du sport en général, pas que du vélo, c'est quand même quelque chose. Puis les belles images d'un champion du monde au sommet de montée mythique, pour moi, c'est quelque chose qui me manque un petit peu. On avait vu un Cavendish aussi gagner, il me semble, sur les champs, un champion du monde traîné par le maillot jaune, Bradley Wiggins. C'est des très très belles images qui me manquent un petit peu, qu'on avait vu avec Van Vleuten l'an passé, lutter pour le Tour de France, alors sans succès final, mais en tout cas lutter pour le classement général avec ce maillot. C'est le petit truc qui m'a manqué ces dernières saisons avec les champions du monde. Oui, parce que Remco, quand il a été champion du monde, lui, il n'était encore pas prêt encore sur le Tour de France, pour le Tour de France. Après, le problème, c'est que si un leader du Tour de France vient avoir le maillot de champion du monde et qu'il est en tête du Tour de France ou de n'importe quel tour avec étape, il se retrouve avec le maillot de leader. Et d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel, quand il a eu son maillot de leader au Tour du Luxembourg cette semaine, moi, personnellement, ça ne m'a pas plu. C'est vrai que en plus le maillot c'est pas le même. J'ai trouvé que c'est une faute de goût et finalement j'ai préféré le voir outsider en champion du monde
gagner des étapes. Du coup, il t'a fait plaisir, il a perdu le maillot sur la dernière étape après l'avoir repris sur le chrono, ce qui était assez bizarre pour Van Der Poel. Mais ouais, en tout cas, le voir lutter sur le Tour de France, c'est pour la victoire. Moi, j'apprécie quand c'est le cas. Voilà. Après, est-ce que les coureurs de classement généraux sont pas légèrement désavantagés? Le championnat du monde, ça reste une course d'un jour et ça reste souvent un profil plus type classique, moins dur que, voilà, on a vu par exemple à Innsbruck, c'était vraiment raide et on a vu du coup un Romain Bardet, vice-champion du monde par exemple, derrière Valverde, mais voilà, c'est assez rare d'avoir ce genre de profil, sinon c'est plutôt à l'avantage des coureurs de classique. Oui, c'est sûr. C'est le même type de course, hein, c'est des longues courses. Là, cette année encore, on parlera du parcours un peu après, mais 270 km, donc c'est très long comparé à une course à étapes. Les techniques et tactiques de course sont complètement différentes. C'est une course en circuit, sans oreillette, avec moins d'équipiers. Et puis pas les mêmes équipiers que toute l'année. Ouais. Aussi, donc pas de structure. Également. Moins d'habitude de fonctionner ensemble, pas les mêmes directeurs sportifs, pas les mêmes staffs. Quand on regarde un coureur comme Vingegaard, à l'heure actuelle, il ne peut pas gagner le championnat du monde, sauf si le parcours est ultra montagneux. Ouais, d'autant plus que lui, pour le coup, il aime pas du tout les courses en circuit, les courses d'un jour en général. Mais je pense que, sans faire offense, mais c'est pas forcément le garçon que j'aimerais le plus voir en champion du monde. Il y a peut-être des garçons, des coureurs et des coureuses qui pourraient mettre tout le monde d'accord. Alors Kopecky en est pas loin parce que c'est une coureuse de classique et elle a quand même terminé 2e du Tour de France sans le maillot, mais bon, si elle le reprend, ça pourrait carrément matcher. Vollering aussi au final. Chez les mecs, on pourrait voir un Remco Evenepoel, vainqueur de Grand Tour, vainqueur de Monuments. Et des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, donc des courses d'un jour sous toute leur forme. Donc ça commence fort pour lui, mais ça pourrait être un garçon qui met tout le monde d'accord. Kopecky, on l'a dit, ça pourrait être Pogačar, évidemment. J'attendais que tu en parles. Voilà, on a fait exprès de faire durer le plaisir. Tu allais en parler dans le show. Non, mais évidemment, on fait durer le plaisir, mais oui, voilà. C'est son objectif. Il fait partie, clairement, du top 3 des favoris. Ouais, du top 1 des favoris. Il semble difficile à battre. Le parcours, plus, lui, il a cette double carte. La carte classique, la carte Tour. Remco est en train de l'avoir. C'est exactement le même registre. Alors, Pogačar vient d'abord des grands tours avant de greffer les classiques. Evenepoel, c'est presque l'inverse. Il vient d'abord des classiques et greffe des grands tours de plus en plus solides. C'est pour moi les deux grandissimes favoris. En fait, pour moi, Pogačar est le grandissime favori avec quelques coureurs qui peuvent lui mener à la vie dure, dont Evenepoel. Chez les femmes, je pense que c'est peut-être plus ouvert. Je pense que Kopecky est armé pour défendre son titre, mais je la trouve peut-être un poil moins en jambes que sur le début de saison. Ouais, puis le parcours est quand même pareil, assez très difficile. Dur. C'est l'avantage de Vollering. Je maintiens, attention à Grace Brown, qui nous fait une saison de jubilé absolument incroyable. Pourquoi pas le doubler? Course en chrono qu'elle a gagné dimanche. Course en ligne. On peut parler de ça aussi, justement, elle a fait le doublé. Est-ce que... non, elle part pour le doublé. Ouais. Clairement. Est-ce que Remco a prouvé en gagnant ce contre-la-montre qu'il fallait compter sur lui? Il fait une saison exceptionnelle. Et pour moi, oui, pour deux raisons. Parce qu'il l'a annoncé lui-même, que le chrono déterminerait si il était en forme suffisante pour gagner la course en ligne, et il a gagné le chrono, donc c'est qu'il est en forme suffisante. Donc clairement, pour moi, les deux vainqueurs du chrono, Grace Brown et Remco, font partie des favoris pour la course en ligne de dimanche. Grace, on le rappelle, a gagné Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est pas les parcours durs et usants qui lui font peur. Donc voilà, je pense que c'est deux coureurs qui reviennent dans le cercle des grandissimes favoris. Donc du coup, dans les favoris, on va dire ton estimatif pour ta prédiction pour les femmes. Alors pour les femmes, les jeunettes Grace Brown. Parce que il me semble, c'est les petites confidences, que c'est la seule chose qui pourrait la faire retarder sa retraite et lui faire une saison de plus, c'est d'être championne du monde sur route. Et rien que pour le plaisir de l'avoir brillé avec ce maillot, je mettrais Grace Brown. Et puis pour l'histoire, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de doublés qui a été fait. Podium, dur à dire, je pense que c'est très ouvert. Je pense qu'il faut quand même compter sur Kopecky et Vollering, c'est pas très original, mais je pense qu'il faut leur laisser une place au soleil. Et après, chez les mecs, je mets Tadej en grandissime favori, contrarié par un Remco Evenepoel et par un Mathieu Van Der Poel, ou plutôt par un Marc Hirschi, qui est stratosphérique depuis la mi-août. Ouais, Pogačar, Evenepoel
Marc Hirschi. Pour mon pronostic, je vais tenter un coup chez les femmes et je vais prendre Puk Peters qui a fait un superbe tour. Joli. Et chez les hommes, moi je vais malheureusement prendre Remco. Moi ça m'irait très bien, tu vois. Parce que il est très fort. Deuxième Tadej et troisième Van Der Poel, sachant que les trois pour moi, ils ont presque le même niveau. Oui, c'est sûr. C'est un peu le Jojo au loto, clairement. Alors vous les trois. Tu sois d'accord. Mais non, mais ce serait Remco, ce serait le double-double avec les jeux et le mondial, ce serait plus qu'inédit, ce serait vraiment incroyable. Côté français, on a vu un brillant David Gaudu remporter la dernière étape du Tour du Luxembourg après avoir, c'est à souligner, remonté plusieurs places au général sur le contre-la-montre. C'est assez rare pour lui pour être souligné. Donc il est en grande condition, donc c'est la grosse cote et pour moi le leader de l'équipe de France. Chez les femmes, je sais pas, j'ai hâte de voir Marion Bunel, qui a été brillante cet été sur des parcours très durs, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Très curieux de voir évidemment le retour de Pauline sur la route. Dingue. Voir est-ce qu'elle peut déjà jouer la victoire. Je sais pas, elle en a évidemment le talent, aucune idée de sa préparation. Voilà, mais sinon, une équipe qui est peut-être pas favorite, mais qui a des cartes à jouer, peut-être sur des courses offensives et avec beaucoup de profils intéressants, avec Evita Music ou même Cédrine Carbol qui a quand même été très forte sur le tour. Donc voilà, avoir beaucoup de curiosité pour l'équipe de France Femmes, avec quand même des belles cartes. Y compris pour l'équipe de France Hommes, hein, parce que globalement, très solide. Elle est hyper solide. Tout le monde est en forme. Alaphilippe, il fait des places sur toutes ses courses depuis le milieu de saison. Oui, et puis c'est une course qu'il maîtrise pour l'avoir gagné 2 fois. Il est vraiment en forme. Romain Grégoire, pas mal. Julien Bernard, il a fait 2 belles places sur les 2 grandes tours. Est-ce qu'il a encore assez de punch? Ça, on verra. Valentin Madouas, rien à dire. Oui, on peut compter sur Vauclair pour articuler tout ça à la perfection avec l'état de forme et les qualités de chacun. On n'a pas parlé du fameux parcours. Le parcours très très solide, 273 km, arrivé à Zurich, 4500 mètres de dénivelé sur la course, une boucle de 27 km à faire 7 fois pour les hommes. Ça va être solide. Chaque boucle correspond à 400 mètres de dénivelé. Ouais, en 27 km, c'est beaucoup. On a aussi une côte de 800 mètres avec une moyenne à quasiment 9% et des passages à 16%. Donc ça ressemble assez à Innsbruck, qui avait donné un chantier ni plus ni moins avec à l'arrivée quand même des très bons grimpeurs, des mecs qui avaient tous fait podium sur Liège-Bastogne-Liège. Ça ressemble à 280 4500 mètres de D+. Ça ressemble à Liège, donc c'est vers les garçons à l'aise sur cette course-là qu'il faut les garçons et les filles à l'aise sur cette course-là. Donc avec Evenepoel, Grace Brown, Pogacar, on est dans ce combat à Liège. Pour les femmes, ce sera 154 km et 4 boucles de 27 km du circuit final de Zurich qui font tous un circuit de départ autour de la localité de départ avant d'une partie en ligne, puis le circuit final. Alors c'est plus court, mais du coup c'est plus dense puisqu'on arrive plus vite sur le circuit final, très dur chez les femmes. Donc ça donne souvent des courses assez punchy puisque, un peu moins long, mais beaucoup plus dense en termes de difficulté. Oui, parce que clairement, là, les 4 boucles, elles vont les faire à fond. Sur le circuit final, c'est toujours comme ça que ça se passe. Avant l'approche, c'est nerveux, ça roule vite. Et puis sur le circuit, c'est là que ça se joue. Donc la course commence, il restera 1h30, une grosse heure et demie de course. Donc ça va être intéressant. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas être facile. Et qu'il y a des coureurs, des coureuses en forme. On l'a pu le voir sur le chrono. Certains ont décidé de faire l'impasse sur le chronomix qui a lieu mercredi pour être plus en forme, notamment à Stefan Küng. Donc ça veut dire qu'il a des ambitions malgré les difficultés du parcours. Donc voilà. Il faut dire qu'il est à domicile. Il est à domicile, très motivé. Il l'était pour le chrono et en revanche à prendre sur la course en ligne. On verra pas par contre le champion d'Europe. C'est un peu dommage, le parcours convient moins bien. C'est Lorena Wiebes et Tim Merlier qui sont champions d'Europe, donc vraiment des purs sprinters. C'est dommage parce que Tim Merlier était très en forme, il a gagné ses 2 premières courses avec ce maillot de champion d'Europe, notamment le championnat des Flandres ce week-end. Il a été flashé à 72,5 km/h lors du sprint final.
Ouais, C'est en descente. Non, pas besoin. Donc c'est stratosphérique, je sais pas même la cadence qui doit être en 55-11. Mais voilà, un peu trop escarpé sans doute pour Vibus et Merlier qui seront... voilà, c'est un peu dommage. Et en même temps, ça partage un peu les profils et du coup les titres entre les Géos, les Europes et les Mondes cette année. Donc voilà, c'est pas si mal, mais peu d'enseignements à tirer du championnat d'Europe. Moi, je suis quand même assez content de voir que le championnat du monde correspond à une course aussi tactique, aussi incertaine, avec un parcours aussi dur, plutôt que qu'un parcours de montagne qu'on pourrait trouver sur une grande étape de Tour. Non, mais c'est sûr que pouvoir associer tous les noms qu'on a cités ensemble, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes comme nous fans du championnat du monde et surtout de ce maillot iconique, l'UCI, en collaboration avec Santini, a lancé un concours pour dessiner le nouveau maillot de champion du monde. Donc il y a bien sûr une charte à respecter, mais vous pouvez aller sur le site de l'UCI pour trouver tous les détails. Si vous êtes fan de design et ou de ce maillot, et vous pouvez tenter votre chance. Le vainqueur gagnera non seulement c'est lui qui aura dessiné le nouveau maillot de champion du monde, et en plus il gagnera une édition. Mais il ne gagne pas le championnat du monde. Il ne sera pas champion du monde. Voilà. Bon, mais c'était notre analyse en attendant les championnats du monde. N'hésitez pas à nous dire en commentaire la vôtre, vos favoris et ce que vous voyez pour la course. Nous, dimanche, on sera sur notre canapé à regarder la course. Ce week-end, en tout cas, pour voir ce qui se passe. Oui, boulot. Hein. Boulot. Bien sûr, pour pouvoir débriefer ça correctement lundi dans le show. Exactement. Bon, mardi prochain. Bon, c'était tout pour ce débrief. On vous dit à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Roulez bien, ciao.